Nous sommes vendredi 2 août 2019, il est 13h partout en Côte d'Ivoire et vous êtes sur RTI 1. Les titres de votre journal. En Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani a été investi président hier 1er août, succédant à Mohamed Ould Abdelaziz. Arrivé mercredi à Nouakchott, le président Alassane Ouattara a pris part le lendemain jeudi, aux côtés de plusieurs de ses homologues, à l'investiture du président élu de Mauritanie. Abonoufla a fini le calvaire des populations. Elles n'auront plus besoin de parcourir de longues distances pour avoir de l'eau potable. Dans le cadre de son programme social, le gouvernement a inauguré cette semaine le château d'eau de la localité d'une capacité de 200 mètres cubes. Il va bénéficier à 28 000 personnes. Des miliciens chiites houthis ont tiré un missile et lancé une attaque de drone hier jeudi contre un défilé des forces de l'ordre à Aden, au Yémen. Plusieurs dizaines de personnes sont mortes selon des sources médicales et sécuritaires. Une autre attaque suicide a également eu lieu dans la ville le même jour. L'on dénombre 70 morts en seulement 2 jours. En Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani a été investi président hier après avoir remporté le premier tour de l'élection le 22 juin dernier. Il succède à Mohamed Ould Abdelaziz qui aura passé 11 ans à la tête de l'État. En provenance de Ouagadougou, où il a pris part au 8e traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, le président Alassane Ouattara est arrivé mercredi à Nouakchott, puis a participé jeudi à la cérémonie d'investiture du tout nouveau président mauritanien. Abiba Dambélé Saoué. L'ancien président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, a passé la main ce jeudi à son successeur, Mohamed Ghazouani. Le nouveau président qui a prêté serment devant 5000 invités, parmi eux 11 chefs d'État, au rang desquels le président Alassane Ouattara est âgé de 62 ans. Le nouveau chef d'État, vainqueur dès le premier tour du scrutin du 22 juin 2019, a été chef d'état-major de Mauritanie de 2008 à 2018. Il est le principal artisan du succès de l'armée et des services de sécurité en Mauritanie qui n'a plus subi d'attentats terroristes depuis 2011. Il a juré de remplir ses fonctions en toute impartialité et dans le respect des lois et de la Constitution. C'est un événement très important. Vous savez, le transfert du pouvoir d'un président élu à un autre président élu est quelque chose de très important pour la démocratie en Afrique. Donc moi je suis très heureux d'être venu pour cette passation. Le président Abdelaziz et moi-même avons toujours eu d'excellentes relations et je considère qu'avec le président El Ghazouani, les choses vont également se développer dans le même sens. Nous avons beaucoup de Mauritaniens en Côte d'Ivoire et je peux les rassurer que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité et qu'ils continueront de vivre en Côte d'Ivoire comme 6 États en Mauritanie et je souhaite de même pour les Ivoiriens en Mauritanie. Le président Alassane Ouattara, invité de cette cérémonie, est arrivé en Mauritanie mercredi soir. Le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par les Ivoiriens résidant en Mauritanie qui ont fait le déplacement en grand nombre pour célébrer leur président. Je vous le disais, c'est à l'issue du TAC 8 que le chef de l'État s'est rendu en Mauritanie pour l'investiture de Mohamed Ould El Ghazouani. Mais avant de quitter le sol burkinabé, les présidents Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré ont donné une conférence de presse. Face aux journalistes, les deux chefs d'État ont évoqué les blocages liés à la réalisation de plusieurs projets. Retour à Ouagadougou avec nos envoyés spéciaux Mahama Traoré et Adama Koné. Réhabiliter le chemin de fer à Abidjan-Ouagadougou et le prolonger jusqu'à Tambao. Un projet phare que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso envisagent de réaliser depuis quelques années dans le cadre du traité d'amitié et de coopération TAC. Seulement voilà, malgré le compromis trouvé avec l'opérateur technique de la voie ferrée, le projet peine à démarrer en raison de certaines incompréhensions. Il y a deux types de problèmes qui se posent au niveau de Sitaraï. Les arguments qui ont été avancés, c'était de dire que, d'une part, le fait que le Burkina Faso et le Ghana étaient en train de réfléchir à la construction d'un chemin de fer, ça remettait en cause la viabilité de la ligne Abidjan-Ouaga-Tambao. Pour nous, le projet entre le Ghana et le Burkina Faso, c'est un projet
qui est vraiment, comme je dis, naissant. Donc, ce ne peut pas être une raison valable pour dire que sur cette base, il était impossible de le faire. Lorsque nous avons discuté maintenant, ils nous ont dit que le schéma financier sur lequel ils s'étaient fondés au départ leur pose des difficultés de rentabilité et qu'ils sont en train de rechercher des partenaires et de nouveaux financements pour pouvoir ajuster et pouvoir réaliser les objectifs. Mais ils sont engagés à le faire. Le projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, lui, a déjà démarré sur certains tronçons en Côte d'Ivoire. Pour les autres sections à réaliser de chaque côté de la frontière, les deux pays vont faire front commun en vue de mobiliser les financements. Nous sommes en train de faire le tronçon Yamoussoukro-Bouaké, après avoir achevé le tronçon Abidjan-Yamoussoukro. Bon, et puis après, bien sûr, les choses continueront et nous travaillons. Nos ministres des Transports sont en contact permanent pour que nous puissions trouver des financements ensemble pour la poursuite des travaux, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais au-delà, puisque la Banque africaine de développement considère que ce sont des projets d'intégration importants pour l'ensemble de la sous-région. Donc nous avons bon espoir que nos démarches conjointes pourront aboutir dans les prochains mois. Plus de 1000 km d'autoroutes et 1250 km de chemin de fer à bâtir, deux chantiers qui illustrent de fort belle manière l'alliance historique et stratégique qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Faso Damphani, c'est un pagne made in Burkina Faso, une marque déposée même, pourrait-on dire. Faso Damphani est fait essentiellement de coton et de fibres naturelles. Il est entièrement adopté par la population et fièrement porté aussi bien par les hommes que les femmes. Il y en a de tous les goûts, de toutes les couleurs, de toutes les qualités et les artisans burkinabés sont heureux d'en faire la promotion. Serge Koléa, depuis Ouagadougou. Une cinquantaine d'exposants pour étaler le savoir-faire artisanal de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Le pavillon Soleil Levant du Siao a offert 3 jours durant, du 28 au 30 juillet, une exposition diversifiée. Produits alimentaires, objets d'art, tenues vestimentaires et autres articles sont proposés aux visiteurs. Les stylistes ivoiriens présents ont déployé leur dernière création. On est là pour l'exposition, pour montrer la toute dernière création, des chemises vraiment très décontractées, voilà, qu'on a baptisé l'Afrique libre. Voilà, l'Afrique libre parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de prendre notre envol au niveau de la mode en Afrique. Nous sommes venus dans la coopération ivoiro-burkinabé pour montrer le savoir-faire des Ivoiriens, favoriser le travail des stylistes créateurs ivoiriens. Je propose des pagnes de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le pagne baoulé, et le Damphani de Burkina Faso. Je fais un mélange de couleurs. Des produits artisanaux, fruits du recyclage de sachets plastiques, attirent l'attention. Des calebasses et autres objets traditionnels font aussi sensation. On a amené les calebasses, les coupes en calebasses, les pots de fleurs en calebasses, les tasses en calebasses. Les calebasses faites à base de colliers aussi, qu'on a amené pour montrer. La délégation ivoirienne exprime tout simplement sa satisfaction pour sa participation à ces journées ivoiro-burkinabé. Quand on regarde un peu l'engouement populaire que cela a suscité, cela signifie clairement que les populations attendaient la dimension culturelle pour pouvoir consolider les acquis du TAC. Donc pour nous, c'est une note de satisfaction et nous saluons les chefs de l'État qui ont voulu qu'il y ait une dimension populaire du TAC à travers les activités culturelles et artistiques. Cette exposition s'est tenue en marge du TAC, une première qui sera renouvelée l'année prochaine à Yamoussoukro. Voilà pour le chapitre coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Le Sénat, la deuxième chambre du Parlement ivoirien, en travaux pour 3 jours depuis mercredi 31 juillet à Yamoussoukro. La Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales ainsi que la Commission recherche, sciences, technologie et environnement ont examiné notamment les projets de loi sur les échanges électroniques et le projet de loi portant recomposition de la CEI, la Commission électorale indépendante. Des projets présentés par le ministre de la Poste et celui de l'Intérieur qu'accompagnait le ministre de la Justice. Les sénateurs ont adopté l'ensemble de ces projets. Images rapportées par Léon Brou, l'un de nos confrères de RTI Bouaké.
C'est officiel, l'agence Emploi Jeunes se rapproche encore un peu plus des demandeurs d'emploi. Les guichets emploi pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes sont ouverts. Il en existe exactement 45 dans les communes d'Abidjan, le district de Yamoussoukro et les 31 chefs-lieux de région. Et c'est Amadou Gonkoulibaly qui a procédé au lancement officiel des guichets. Herman Guivet. Si vous avez entre 18 et 40 ans et que vous êtes demandeur d'emploi, cette nouvelle vous réjouira à coup sûr. L'agence Emploi Jeunes se rapproche de vous. Ce 1er août, à Bingerville, le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly donne le coup d'envoi de l'installation des guichets emploi pour vous offrir plus de facilité à trouver un emploi selon votre besoin et votre profil. Une initiative qui s'inscrit dans le programme social du gouvernement dont la finalité est de répondre davantage aux attentes pressantes des populations en matière d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Réalisé avec le concours de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune veut ainsi proposer des réponses pratiques aux attentes exprimées. À ce jour, Monsieur le Premier ministre, ce sont 342 560 opportunités que nous avons pu collecter auprès des ministères sectoriels et leurs structures sous tutelle. Une fois que les opportunités ont été mobilisées, il fallait mettre en place un mécanisme qui permettrait donc de faire bénéficier les jeunes de toutes les contrées de notre pays de ces opportunités. Nous avons donc opté pour le renforcement de la territorialisation de l'agence Emploi Jeunes par l'ouverture de guichets emploi dans 201 communes de notre pays. De quoi réjouir cette jeunesse. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous voulons à travers vous exprimer notre infinie gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour l'attention particulière accordée à la promotion et à l'insertion professionnelle des jeunes. Une action qui démontre l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins d'emploi exprimés par les jeunes. Notre objectif est de faire bénéficier à près de 500 000 jeunes des opportunités de stage, d'emploi, de financement de projets et de formation qualifiante sur tout le territoire national à travers le dispositif d'insertion de l'agence Emploi Jeunes pour un montant de plus de 141 milliards de francs CFA. Comme je l'annonçais il y a quelques jours, à partir de Ferkessédougou, la création des guichets emploi répond donc à ce souci. Désormais, tous les jeunes de Côte d'Ivoire pourront accéder au guichet emploi et à la plateforme technologique pour s'inscrire lorsqu'ils sont en quête d'emploi ou pour accéder aux opportunités mobilisées dans le cadre du programme social du gouvernement. Au-delà des 45 guichets emploi qui seront ouverts dans une première phase, le ministère en charge de l'emploi des jeunes travaille à ouvrir un guichet emploi dans chacune des 201 communes de notre pays, et ceci pour le mois de septembre 2019. Je voudrais à cet effet féliciter le ministre Mamadou Touré et son équipe pour le travail accompli. Le guichet emploi est tenu par un conseiller junior qui a pour mission d'accompagner les demandeurs d'emploi pour leur inscription en ligne sur le site de l'agence Emploi Jeunes, de sensibiliser les demandeurs d'emploi aux techniques de recherche d'emploi et en auto-emploi. 3 500 000, c'est notre chiffre du jour et c'est le nombre de travailleurs domestiques en Côte d'Ivoire. Depuis 2011, le 16 juin est la journée internationale des travailleurs domestiques. Et c'est le 11 juillet dernier qu'elle a été célébrée ici à Abidjan au siège de la centrale Dignité à Adjamé. Une occasion pour les employés de maison de réclamer de meilleures conditions de travail. C'était au micro de Didier Nguessan et Hermance Zirignon. La Journée internationale des travailleurs domestiques est célébrée tous les 16 juin. L'édition 2019 a été commémorée en Côte d'Ivoire le 11 juillet dernier. Nounou, fille de ménage ou gardien, célèbrent la journée qui leur est dédiée. Les travailleurs de maison plaident pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous, on veut vraiment que l'État se penche sur notre cas. L'heure de travail et puis les patronnes qui insultent les servantes. Vous voyez, les insultes, les fait dormir au balcon, dans les cuisines. C'est vraiment déplorable. La situation actuelle, on peut dire que le milieu informel, donc la situation n'est pas régularisée.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Convention 189 n'a pas été encore appliquée en Côte d'Ivoire. Les employeurs restent réceptifs à cet appel. Nous sommes reconnaissants de tout ce que ces personnes-là font dans nos maisons. Nous devons tous travailler à améliorer ces conditions-là. Mais je pense que tant que les conditions même des employeurs ne sont pas améliorées, ce serait difficile d'améliorer les conditions de leurs employés. En attendant de voir leurs conditions de travail s'améliorer, les travailleurs domestiques racontent dans des sketchs leur quotidien dans les ménages. Une autodérision qui, au-delà de l'humour, touche du doigt une réalité. Le non-respect du SMIC, le salaire minimum de 60 000 francs CFA. La propreté commence dans les ménages, mais elle doit s'étendre à nos villes, nos communes, nos rues, nos caniveaux. L'édition 2019 de la Semaine nationale de la propreté a démarré hier jeudi. C'est la 4e du genre et elle a lieu du 1er au 6 août prochain sur l'ensemble du territoire national. Le message du gouvernement aux populations a été lu par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Ses propos sont recueillis par Grace Kando. La Semaine nationale de la propriété vise à impliquer toutes les couches sociales dans la stratégie de lutte contre l'insalubrité et à sensibiliser les populations sur une gestion écologique des déchets. Le thème retenu pour cette 4e édition est « La propriété, c'est vivre bien avec les déchets, mérite-t-il attention ?» Il nous interpelle tous et nous exhorte à une meilleure gestion des déchets à l'effet de maintenir notre cadre de vie propre et de créer des opportunités d'emploi et de richesse à travers le recyclage et la valorisation des déchets. Le déchet est en réalité une ressource à travers l'économie circulaire qui concilie les enjeux socio-économiques et environnementaux du développement durable. L'émergence d'un pays rime inévitablement avec bien-être des populations et tout naturellement avec la propreté du cadre de vie. Selon la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, la propriété fait partie d'un réseau de valeurs essentielles. La célébration officielle de la Semaine nationale de la propriété sera célébrée le lundi 5 août prochain dans la commune d'Abobo. On prend à présent la direction d'Odiéné au nord de la Côte d'Ivoire. La ville a abrité mercredi dernier la première édition de la journée panafricaine de la femme. Une journée instituée par l'Union africaine depuis 1963 en Tanzanie et qui se tient pour la première fois en Côte d'Ivoire à la demande du président Alassane Ouattara. Thème retenu pour cette édition, l'excellence à l'école des jeunes filles du Kabadougou, femmes africaines de demain. Mamadou Kouassi nous en dit plus. Des pas de danse esquissés par ces femmes d'origines diverses et de secteurs d'activités différents pour commémorer la journée panafricaine de la femme. Une journée pour célébrer les mérites de la femme africaine. Une première édition en Côte d'Ivoire depuis son institution en 1963 par l'OUA, aujourd'hui Union africaine. Le thème retenu pour cette édition 2019 est l'excellence à l'école des jeunes filles du Kabadougou, femmes africaines de demain. Nous sommes à 88% du taux de scolarisation et aussi c'est une grande fierté parce que nous avons eu les résultats du bac. La première pour toute la région du Kabadougou est une jeune fille. C'est pour dire que le message est passé parce qu'au niveau de la commune, nous avons mené une grande campagne de sensibilisation dans les villages de la commune, au sein de la commune elle-même, pour expliquer l'importance de la scolarisation de la jeune fille. Et aujourd'hui, nous sommes fiers. Cette première édition en Côte d'Ivoire de la journée panafricaine de la femme a été l'occasion pour l'Union africaine de distinguer une trentaine de femmes de la région du Kabadougou, modèles dans leur secteur d'activité, ainsi que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour ses initiatives en faveur des femmes africaines. La représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Charlotte Mayama Kala, rassure les femmes africaines de leur implication dans la politique de développement et la promotion de la paix sur le continent. Les chefs d'État africains ont élu le président Alassane Ouattara pour être le champion de l'agenda 2063. Toute la Côte d'Ivoire doit porter
l'agenda 2063 parce que l'Afrique compte sur le président de la République de la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 qui est la feuille de route dans laquelle on trouve tout ce qui concerne les préoccupations des Africains et particulièrement de la femme africaine. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, à cette cérémonie, Euphrasie Yao a invité les femmes à promouvoir leurs talents, chacune dans son secteur d'activité, afin de lutter contre la pauvreté et assurer la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Afrique a son rôle dans le Conseil des Nations, mais c'est avec toutes les femmes ensemble, les femmes compétentes, qui vont se tirer les unes les autres, que nous allons arriver à voir cette Afrique paisible, prospère, que nous voulons à l'horizon 2063. La représentante, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a rappelé les actions menées par le gouvernement pour l'amélioration du taux de scolarisation de la jeune fille et aussi l'autonomisation de la femme, avant de demander aux parents de protéger les jeunes filles contre les mariages précoces. La journée panafricaine de la femme est célébrée tous les 31 juillet sur le continent africain. Encore une localité qui bénéficie d'un château d'eau. À Bonoufla, les populations ne consommeront plus l'eau de pluie ou de la rivière. Leur château d'eau qui vient d'être inauguré dans le cadre du programme social du gouvernement a une capacité de 200 mètres cubes et il va profiter à 28 000 personnes. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, représentait le gouvernement sur place. Le reportage RTI 1 de Francis Boifou. Chacun voulait être témoin de cet événement historique. L'inauguration du château de Bonoufla, localité située dans le département de Vavois, région du Haut-Sassandra. Aujourd'hui, je suis content, j'ai vu l'eau, je ne vois plus la pluie, je suis content. Il y a des décennies, avoir de l'eau potable à Bonoufla était chose inimaginable. Les femmes se contentaient de cette rivière à l'entrée du village. C'est une souffrance d'air. On ne sait pas comment faire. À cause de les femmes qui sont venues se marier là, et tous sont filles pour aller. Et tout ça, comme nous on a fait les enfants, on ne peut pas laisser nos enfants, c'est à cause de ça on est là. Bon, l'eau là n'est pas du tout propre, les enfants viennent s'amuser dedans. Et quand les bergers enlèvent les baies dans leur pâturage, ils viennent leur donner à servir l'eau ici seulement. Avec la construction de ce château d'eau, d'une capacité de 200 mètres cubes, financé à hauteur de 500 millions de francs CFA, c'est un véritable soulagement pour les populations. Ces réalisations permettront d'alimenter en eau potable plus de 28 000 âmes pour la localité de Bonoufla. Faire en sorte que Bonoufla et la région du Haut-Sassandra puissent bénéficier en réhabilitation et en équipement 969 points d'eau. Pour satisfaire les besoins des populations des zones rurales, le gouvernement exécute depuis le mois de mai dernier le projet de réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine dans toutes les régions. Le CIRES, Centre ivoirien de recherche économique et sociale, a livré récemment les résultats du projet d'aménagement hydro-agricole de Mbayakro. Ce projet, conduit depuis 2016, s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement en matière de développement risicole, l'amélioration des revenus des producteurs, la lutte contre le chômage et la sécurité alimentaire dans la région. Voilà un impact globalement positif sur le bien-être des populations de la région. C'est ce que nous dit notre reporter Jean-Luc Bangbo. Le projet d'aménagement hydro-agricole de Mbayakro avait pour objectif de relancer dans cette région la production alimentaire et par ricochet réduire la pauvreté. Le tout pour assurer un meilleur équilibre des régions de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a choisi la zone de Mbayakro pour l'implantation de ce projet parce que initialement c'était une zone qui faisait partie de la boucle du cacao. Et avec le déplacement de la boucle du cacao actuellement vers Sobré, alors cette région s'est sentie vraiment impactée par un certain nombre de problèmes. L'étude d'impact de ce projet menée par un pool de chercheurs du CIRES fait ressortir des résultats globalement satisfaisants. 1. Il y avait des taux de pauvreté élevés. 2. Le rendement de la riziculture dans la zone était très faible. Dans les différents villages où les populations n'étaient pas traditionnellement des producteurs de riz, les rendements étaient autour de 0,1 point.
Mais globalement, l'intervention du projet a permis de relever le niveau de rendement dans la zone. Financé par la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, à hauteur de 6 milliards de francs CFA, ce projet a conduit à la construction d'un barrage et de 2 stations de pompage pour l'aménagement de 450 hectares. Des infrastructures autour desquelles ont été développés des mécanismes de soutien à la production de riz et des produits maraîchers. L'année 2019, vous le savez, a été décrétée année du social par le gouvernement. Dans cette dynamique, le Lions Club International entend renforcer sa présence et ses actions en faveur des populations. D'où cette rencontre entre le gouverneur du district 403A2, Christian Duncan, et tous les présidents de zone pour échanger sur la question. C'était en présence d'Éric Goré du service politique de la rédaction. Le Lions Club International entend renforcer ses actions sociales en Côte d'Ivoire. Ce club service épouse la vision du gouvernement ivoirien qui a décrété l'année 2019 année du social. Christian Duncan, gouverneur du district 403A2 du Lions Club International, rencontre les présidents de zone de la Côte d'Ivoire en vue de trouver les voies et moyens qui vont aboutir à cette nouvelle approche. Intensifier le service au profit de la communauté, former gratuitement les jeunes dans tous les domaines d'activité, accroître l'effectif des membres du club service. La mise à niveau des présidents de zone va faciliter leur mission. Après cette rencontre d'échange suivie d'ateliers, les Léos ont participé à un dîner gala pour resserrer leurs liens et être en phase avec les objectifs fixés. Christian Duncan a été élu gouverneur du district 433A2 à Milan en Italie pour un mandat d'1 an. Le Lions Club International est la plus grande organisation de club service au monde. Elle compte plus d'1 400 000 membres répartis dans 200 pays. Dans le but de résoudre la crise électorale intervenue les samedis 20 et dimanche 21 juillet dernier lors de son 10e congrès, l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, a choisi de mettre en place un comité spécial de médiation composé essentiellement d'anciens présidents de l'instance. Jean-Marc Djadji, Franco Adio. Le 10e congrès ordinaire de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, n'a pu aller à son terme les samedis 20 et dimanche 21 juillet dernier. La raison, des malentendus entre congressistes et interruptions avant le début des votes pour le renouvellement des instances dirigeantes. Réunis à la Maison de la Presse, les journalistes et anciens présidents de l'UNJCI ont mis sur pied un comité spécial de médiation censé résoudre la crise électorale. Tous les membres du dit comité ont pris l'engagement de travailler en synergie et proposer leur concours et expérience, comme déjà suggéré par bon nombre de journalistes, à la résolution endogène de cette situation de crise. Le comité spécial de médiation de l'UNJCI invite les candidats et tous les journalistes à la retenue pour la bonne marche de l'organisation. Les membres du comité spécial de médiation invitent les différents acteurs et leurs états-majors ainsi que tous les journalistes à s'abstenir de tous actes et propos susceptibles de créer ou alimenter des tensions nuisibles à l'esprit de confraternité. Le président sortant de l'UNJCI, Moussa Traoré, est chargé selon le comité de déterminer au mois d'août 2019 la nouvelle date et le lieu du congrès extraordinaire. Il y a 20 ans, la lettre de Fodé et Yaguine adressée aux dirigeants européens émeut le monde entier. Avec leur vocabulaire juvénile, en porte-parole de la jeunesse guinéenne, ils dépeignent leurs difficultés, mais surtout leurs rêves et espoirs d'une vie meilleure. Le 2 août 1999, les corps des deux amis sont retrouvés dans le train d'atterrissage d'un avion Conakry-Bruxelles, à Conakry ou à Bruxelles. Partout sur la planète, personne ne semble avoir oublié le rêve brisé de ces adolescents de 14 et 15 ans. Malgré tout, les Guinéens étaient l'année dernière plus de 6 000 à demander l'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Des miliciens chiites houthis ont tiré un missile et lancé une attaque de drone jeudi 1er août contre un défilé des forces de l'ordre à Aden, principale ville du sud du Yémen et siège du gouvernement soutenu par l'Arabie Saoudite. Plusieurs dizaines de personnes, dont un général de l'état-major, sont mortes selon des sources médicales et sécuritaires. Une autre attaque suicide a également eu lieu dans la ville le même jour. Bilan 70 morts en seulement 2 jours. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Merci à la régie et à tous ceux qui m'ont aidé à le préparer. Aurélia Drokula, Victorine Yaoyobo et Sylvie Touré. Le prochain journal, c'est à 20h avec Fatou Fofana Kamara.